Alors, bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire. On va voir ensemble comment développer la proactivité dans votre service client. Alors, dans ce webinaire, on va vraiment se concentrer sur l'essentiel. Et donc, en fait, on va voir ensemble une petite introduction, bien sûr, qui est éloquent pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Pourquoi miser sur la proactivité, en quoi c'est essentiel de travailler sur cet aspect-là et pas uniquement être en réactivité d'appel. On verra comment on peut anticiper les pics d'activité et les incidents. Ensuite, on verra comment identifier les moments de vérité dans un parcours client et comment analyser l'insatisfaction cachée pour éviter en fait d'avoir des appels de manière proactive. Voilà. Et à la fin, bien sûr, on passera sur le plan d'action et la session de questions-réponses. Alors, pour me présenter, donc je m'appelle Frédéric Canevet, je suis responsable des projets digitaux chez Locan et je vais être votre interlocuteur pour cette ce petit webinaire. Donc, ce qu'on va voir ensemble, ça va être assez simple, c'est d'abord qui est Eloquent pour ceux qui ne nous connaissent pas. Alors, Eloquent est un éditeur de logiciels, de centres de contact et d'enquête de satisfaction client et collaborateurs. Et en fait, notre objectif à nous, c'est de vous aider à mieux gérer, orchestrer et mesurer les conversations avec vos clients au travers d'une plateforme cloud d'expérience client qui, bien sûr, utilise l'intelligence artificielle au cœur de ses outils pour vous aider à gagner en proactivité, en efficacité et en personnalisation. Donc, avec notre plateforme de centre de contact, tout simplement, on gère à peu près un demi-milliard d'interactions chaque année, que ce soit du chat, du mail, du téléphone, etc., etc. Et on envoie à peu près 150 millions d'enquêtes de satisfaction chaque année. Par exemple, si vous visitez une boutique Orange, vous avez de fortes chances d'avoir notre solution d'enquête de satisfaction. Si en fait vous êtes client professionnel Bouygues Télécom Entreprise, vous avez aussi sans doute reçu nos enquêtes de satisfaction. Voilà. On a plus de 320 clients en France et l'équipe Eloquence compose à peu près une centaine d'experts. Voilà. Alors, comme je vous disais, notre plateforme cloud d'expérience client vous permet en fait de gérer de bout en bout le parcours client. Donc, bien sûr, la gestion des conversations, que ce soit la voix, que ce soit les conversations digitales, du chat, du mail, etc., etc., tous les canaux, les réseaux sociaux aussi, par exemple. On propose bien sûr de l'automatisation avec du self-care, chatbot, callbot, etc. Et on va bien sûr permettre de piloter l'expérience client et le centre de contact avec tout ce qui est quality monitoring et les outils de reporting. Côté voix du client, on va mettre en place de la voix du client et de la voix du collaborateur. Et bien entendu, le but, c'est d'aller récupérer du feedback. Et on va jusqu'à la publication d'avis. On permet aussi d'analyser le parcours client avec l'analyse des verbatim et tout ce qui est connecteur avec les différents CRM pour, bien sûr, centraliser toute la connaissance client. Donc, cette plateforme-là peut être mise en place uniquement pour un module. Par exemple, certains de nos clients mettent en place uniquement la partie voix du client, voix du collaborateur. Certains mettent uniquement la partie callbot, chatbot. D'autres mettent tout simplement la partie gestion de centre de contact. Et parmi nos clients, on a vraiment la chance de compter beaucoup de leaders de l'expérience client. Par exemple, on a la chance d'avoir la Maïf parmi nos clients, on a la Massif, on a Air France, Total Energy, Frochet, Wonderbox. Donc tous ces gens-là qui sont vraiment des experts de la relation client et qui utilisent nos outils pour tout simplement être plus efficaces au quotidien. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est que nous passions au concret. Et d'abord, rappeler pourquoi, en fait, il faut miser sur la proactivité. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, parce que la proactivité, c'est en fait devenu une nécessité. C'est devenu une nécessité dans la mesure où, tout simplement, les clients ont des exigences qui augmentent d'année en année. Là, ici, je vous ai fait un petit graphique. En fait, on voit bien que d'année en année, la qualité de service et la qualité perçue en fait au niveau des services clients augmente. Hein. On fait par exemple des formations, on va mettre en place de nouveaux outils, un nouveau centre de contact, on va améliorer les process. Donc quelque part chaque année, tac, 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 on monte d'un cran. Et si je vous disais comparer votre service client, votre relation client il y a 10 ans et il y a maintenant, vous me direz waouh, on est vachement plus efficace, on a beaucoup plus travaillé sur la professionnalisation du service, les agents sont beaucoup plus ils ont des meilleurs outils, ils sont beaucoup plus engagés, etc., etc. Donc vous allez me dire, waouh, c'est génial, le client peut être que content. Sauf qu'en fait, les exigences des clients augmentent elles aussi drastiquement. Ce qui veut dire que malgré les efforts que vous avez pu mettre en place pour améliorer la qualité de service, parfois ça arrive que la qualité perçue baisse
Tout simplement parce que les exigences des clients augmentent d'année en année et que, en fait, leur référentiel client, bah, c'est plus tout simplement vous ou votre concurrent, mais c'est simplement la meilleure expérience qu'ils ont vécue. Ils vont comparer votre attente au téléphone par rapport à une attente au téléphone qu'ils ont eue, par exemple, avec la Maïf ou d'autres sociétés. Ils vont comparer la réactivité et par exemple au niveau des livraisons, etc., avec les meilleurs du secteur. Donc en fait, on peut plus se permettre juste d'être moyen ou tout simplement bah, d'être dans la norme du marché. Et ben en fait, si on veut vraiment se différencier, offrir une expérience client supérieure, et ben tout simplement, bah, il faut investir dans la proactivité et dans les outils et dans les process. Et là, je vous ai mis en fait avec quelques exemples, hein, un appel, ça c'est élu service client de l'année. Donc en fait, pour plus de la moitié des clients, le temps d'attente maximum doit être de 2 minutes au téléphone. Sur les réseaux sociaux, les gens s'attendent à une réponse à peu près en moins de 30 minutes pour la moitié des clients, moins d'un jour pour gérer, pour répondre à un email, moins d'une minute pour un chat. Donc voilà que les exigences des clients augmentent sur la réactivité, mais également sur la productivité, puisqu'en fait, les leaders du secteur maintenant se contentent plus d'être simplement joignables facilement. Maintenant, si on veut monter d'une étape supérieure et offrir une expérience premium, parce qu'on a payé un service premium ou une marque premium, si on a une image de marque de qualité, ben, tout simplement, il faut maintenant miser sur la proactivité, parce que bah, c'est devenu, entre guillemets, la norme. Alors, pourquoi il faut passer de la réactivité à la proactivité? C'est très simple. Dans la partie réactivité, bah, c'est le client qui est à l'origine de l'interaction. C'est lui qui appelle au téléphone, c'est lui qui envoie un email, etc. Et donc, forcément, bah, il est en attente. Il a souvent un stress parce que s'il appelle, c'est pas pour prendre des nouvelles de vous ou faire coucou aux agents du service client. C'est tout simplement parce qu'il a un problème à résoudre et bah, il a des attentes sur la joignabilité, le temps de réponse, etc. Et là, en fait, tout simplement, bah, il veut qu'on résolve son problème. C'est ça le plus important. La proactivité, on est dans une autre posture. C'est là, en fait, c'est l'entreprise qui prend l'initiative et c'est vrai que c'est le client qui s'y attend pas forcément et qui est vraiment content. Ah, vous me rappelez maintenant. Ah, vous me rappelez si vite. Ah, vraiment, là, on arrive à dire, ah oui, là, on peut créer un peu de l'émotion. C'est pas le client qui s'énerve en attendant. C'est vous qui êtes au service des clients et c'est vraiment une autre posture. Là, on est vraiment dans une démarche relation client et centrée sur le client. Donc, le but, en fait, c'est tout simplement faire une anticipation d'une demande ou faire un suivi proactif. Et c'est vrai que moi, quand je suis dans un service client et qu'il y a quelqu'un bon, qui me rappelle comme il me l'avait prévu, c'est bien. Et quand j'ai, par exemple, pas répondu à une demande, je l'ai mis un peu en suspens parce qu'elle était en stand-by et que la personne me dit, tiens, est-ce que vous avez toujours votre problème ou est-ce que j'ai bien répondu à votre demande la dernière fois, j'avais pas eu votre retour. C'est vrai que ça fait plaisir parce qu'on se sent considéré. Et ça, c'est essentiel de se sentir considéré comme pas juste un numéro, mais comme un véritable clé. Donc pour cela, en fait, on va intégrer la proactivité. Et la proactivité pourra se faire de deux manières. Alors, la manière la plus simple et la plus efficace, c'est de simplement travailler sur l'offre. C'est-à-dire qu'on va travailler sur les process et les outils. Par exemple, on va travailler sur l'abandon de panier, le non-utilisation. Par exemple, moi, j'ai travaillé pendant pas mal d'années chez un éditeur de logiciels SaaS. Et c'est vrai que on avait lancé un nouveau produit et on était super fiers parce que on avait bien fait un super démarrage, on était super contents, on avait des augmentations de 30% de ce nouveau produit tous les mois, tac, 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 tac. Puis au bout d'un an, on a commencé à faire un bilan parce que c'était des abonnements d'un an et on a vu commencer des désabonnements. Et c'est là qu'on s'est dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et on se rendait compte que certes, on vendait des produits, mais le problème, c'est que les gens étaient bloqués ou l'utilisaient pas, ils n'avaient pas le temps de l'utiliser. Donc résultat, hop, ils abandonnaient et au moment du renouvellement, bah, c'était trop tard parce que la personne va dire non, finalement, je m'en suis pas servi pendant un an, je verrai ça l'année prochaine. Et c'est vrai qu'on a changé tout de suite de braquet et on a fait en fait des appels proactifs, c'est-à-dire que le client souscrivait, on avait un onboarding process, donc un accueil des clients, où au bout de 24 heures ou à 3 jours maximum, il y avait une personne qui l'appelait, alors comment ça se passe, etc., etc. Est-ce que vous avez commencé à utiliser le produit? Et on l'accompagnait pour cette prise en main, pour être sûr qu'il utilise le produit, parce que quand on est dans un business model du récurrent, il était essentiel que le client soit satisfait, qu'il utilise le produit, parce qu'il peut se désabonner au bout d'un an dans notre cas. Voilà. Donc cet aspect process est vraiment important. On va également parler des pics d'appel, comment on va essayer d'anticiper ces moments-là et faire en sorte que le client ne soit pas à train d'attendre comme tout le monde, dire mais il n'y a personne, je suis injoignable, etc., etc. Et cetera. Et on va pouvoir travailler aussi, par exemple, sur d'outils comme par exemple de l'abandon de panier, comme j'ai dit tout à l'heure, ou des moments clés du parcours client, ou alors il va falloir être
à ce moment-là, il va falloir être vraiment proactif. Alors là, la proactivité peut également se faire de manière spontanée. Et là, en fait, c'est plus orienté sur la culture client et la qualité de service. Et là, on va plutôt travailler sur les collaborateurs, leur dire, mais OK, ta mission, c'est certes de remplir un dossier, c'est peut-être de saisir une commande, etc., etc. Mais quand il y a quelque chose qui te paraît un peu bizarre ou dans un cas où le client s'est peut-être trompé, et ben à ce moment-là, c'est à toi de faire l'effort de dire, je vais appeler la personne au téléphone ou je vais lui envoyer un email pour lui dire, attendez, il y a peut-être un souci, est-ce qu'on peut voir ensemble, etc. Et là, c'est encore plus fort parce qu'en fait, on n'est pas juste dans des process, mais on est vraiment dans de l'humain, de le relationnel. Et encore une fois, c'est une entreprise qui sent vraiment qui considère ses clients comme vraiment essentiels pour eux. Et donc ça, cet aspect culture client et qualité, bah, ça se développe grâce à vraiment une culture orientée client. Voilà. Donc ça, c'était donc les deux leviers. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer dans le détail de ces leviers. Alors, le premier levier, qui est souvent le plus simple à anticiper, c'est tout simplement les pics d'appel et les incidents. Ça n'a l'air de rien, mais je pense que vous avez déjà été comme moi surpris par un produit qui ne marchait pas, une solution SaaS qui ne marchait pas, et rien de plus embêtant de se dire mais est-ce que ça vient de chez moi le problème ou c'est quelque chose de générique. Et c'est vrai que anticiper cela avec une communication, ça rassure. Ça dit ok, je suis vraiment en maîtrise de l'incident, je suis en maîtrise en fait de ce pic d'activité, je sais que ça va être compliqué et j'essaye de vous aider. Donc cette manière proactive permet de rassurer les clients, mais aussi de pouvoir étaler la charge. Alors je vous donne ici un exemple, c'est un de nos clients qui est dans le domaine de l'assurance scolaire. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils ont des pics d'activité lors de la rentrée de septembre, et tout simplement, il leur arrive d'avoir en quelques semaines des pics d'appels au téléphone, des demandes énormes parce que les gens veulent avoir pour leur dossier scolaire leur attestation de mutuelle, et donc forcément c'est compliqué. Et donc là, ce qu'ils font, ils utilisent plusieurs leviers. Le premier, bien sûr, c'est le SMS. Ici, vous voyez, c'est le SMS proactif. Ils disent voilà, bonne rentrée 2022. Donc c'était il y a un an. Bonne rentrée 2022, besoin d'une attestation d'assurance, téléchargez-la dans votre espace adhérent, etc., etc. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça va permettre en fait à la personne de dire tiens, il pense à moi, je suis orienté client, donc je sais que vous allez avoir besoin de ce dossier-là, mais en plus, en fait, ça va permettre de lisser la charge parce qu'au lieu d'avoir tout le monde le jour J qui dit eh ouais, mon assurance, et puis comme c'est quelque chose qu'on n'utilise pas tous les jours, on va appeler au téléphone au lieu d'utiliser l'extranet parce qu'on n'a pas le login mot de passe, et bien tout simplement, là, on va pouvoir anticiper cette charge d'appel. Donc le but, en fait, c'est d'identifier dans votre saisonnalité, s'il y a des pics d'appel que vous pouvez anticiper. Ça peut être également aussi, lors d'incidents, quelles sont les procédures. Est-ce que l'on a une procédure pour envoyer à une cible de clients, pas tous les clients, bien entendu, mais aux personnes qui sont concernées? Est-ce que j'ai les moyens de les identifier? Et est-ce que j'ai les coordonnées? Est-ce que j'ai les coordonnées mail, email, SMS, etc. Et bien sûr, des campagnes de communication. Il vaut mieux surcommuniquer lorsqu'il y a une période de crise que sous-communiquer. Parce que si vous ne communiquez pas, les personnes disent mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et pareil, au niveau des communications, il faut plutôt sous-promettre que surpromettre. C'est-à-dire que si vous dites, tiens, j'ai un incident qui va être résolu en 1 heure et que vous n'êtes pas capable de le résoudre en 1 heure, là, vous allez avoir du mécontentement. Il vaut mieux parfois allonger un petit peu les délais pour tout simplement bien surprendre positivement les clients. C'était le cas, par exemple, avec une compagnie aérienne. En fait, en moyenne, ils avaient, on va dire, sur certains vols, 5 minutes de retard sur les vols. Et c'est vrai que quand ils faisaient des enquêtes de satisfaction, derrière, hop, ça disait l'avion en retard, c'était prévu d'atterrir à 10h50, on a atterri à 10h55, et rien que ces petites 5 minutes, ça nuisait en fait à l'image de l'entreprise. Et ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement, c'est qu'ils ont changé les horaires en disant, mais comme en moyenne, on a souvent 3, 4, 5 minutes de retard, ce qu'on va faire, c'est qu'on va annoncer 5 minutes de délai en plus, donc 10h55 au lieu de 10h50, et ça va être le pilote qui va dire, ah voilà, on va arriver en avance à l'aéroport, etc. Et quand il y a un peu de retard, on arrive juste à l'heure. Et là, tout de suite, c'est pas du tout la même chose. Quand on vous dit, vous arrivez en avance par rapport à une heure prévue, on dit, ah ouais, c'est pas mal. Donc voilà, il vaut mieux toujours augmenter légèrement le délai et comme ça, avoir une bonne surprise à annoncer au client. Et là, tout de suite, c'est ouf, c'est mieux. Voilà. Alors bien entendu, s'il y a des délais qui sont trop importants, faut pas non plus rallonger trop le délai, mais voilà, faut être dans la justesse, tout simplement.
Donc voilà, donc prioriser les appels, leur objectif aussi, c'était tout simplement avec ces campagnes proactives, c'était prioriser les appels de souscription ou d'urgence versus justement ces appels à faible valeur ajoutée où on voulait juste avoir une carte d'attestation d'assurance scolaire. Voilà. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est important d'anticiper les choses. Donc comment faire? On analyse la saisonnalité, on identifie quels sont les leviers de proactivité, est-ce que j'ai les téléphones, est-ce que j'ai les emails, etc. Et à ce moment-là, on met en place tout ce qui est email proactif, SMS proactif, du callbot, et on verra juste après, du callbot en fait qui peut prendre des appels et traiter en self-care en fait certaines demandes en amont en fait du passage à un conseiller. Voilà, ce qui permet de lisser la charge et aussi de ce côté-là en fait c'était le SMS permet d'éduquer les personnes sur en fait l'usage de l'extranet. Et ça c'est vraiment intéressant parce que ça réduit au fil du temps. Et quand en fait on est quand même en ligne avec un conseiller, le but c'est en fait que les conseillers éduquent les personnes qui sont au téléphone en disant tiens mais vous savez que vous pouvez accéder à l'espace client, tenez je vous le renvoie par mail ou je renvoie le lien pour vous connecter la prochaine fois, comme ça vous pourrez éditer les informations. Donc c'est vraiment important d'éduquer en fait ces clients et d'essayer de chercher le self-care à ce moment-là. Un autre cas, donc c'est AG2R La Mondiale. Donc en fait, là aussi, ils ont des pics annuels. Donc c'est pour les cartes de tiers payants, le renouvellement. Et bien tout simplement, pour eux, l'objectif, c'est de traiter ces demandes-là. Alors bien entendu, ils ont fait le choix d'un callbot et du SVI visuel. Alors le callbot, pour certaines demandes, le callbot, qu'est-ce que c'est? C'est j'appelle au téléphone, il y a un robot qui me dit quelle est votre demande, et ensuite soit il l'oriente, soit il la traite. Soit en fait, on a le SVI visuel, c'est tout simplement, la personne est au téléphone, il y a un temps d'attente qui est important, par exemple un temps d'attente supérieur à 5 minutes, à ce moment-là, on propose un message, c'est-à-dire qu'on dit bonjour, le temps d'attente est de 5 minutes, est-ce que vous souhaitez traiter votre demande, est-ce que vous souhaitez que je traite votre demande automatiquement, je vous envoie un SMS et vous pourrez par exemple télécharger votre attestation, etc., etc. Et tout simplement là, la personne peut rester en ligne, toujours, et recevoir le SMS, soit on peut forcer le raccrocher en disant, voilà, cette demande est uniquement traitée en ligne, je vous envoie un SMS, vous pourrez le traiter. Si vous n'arrivez pas, vous avez un bouton dans le SVI visuel qui vous permet de retourner en fait dans la file d'attente et d'être prioritaire. Voilà. Donc vous avez la possibilité de faire ça. Donc tout simplement là, la personne reçoit son SMS, elle arrive sur une interface qui est optimisée pour le mobile, et tout simplement là, elle va pouvoir saisir par exemple son mot de passe, login, elle va pouvoir demander par exemple un solde, etc., etc. Ce qui est intéressant et pour que ça fonctionne bien, c'est qu'il faut que ces liens soient personnalisés. C'est-à-dire que si je vous envoie par exemple un mot de passe, si vous avez perdu votre mot de passe et que vous souhaitez le réinitialiser, l'idéal c'est tout simplement de renvoyer un lien qui est unique. C'est-à-dire que j'identifie le numéro de téléphone, avec l'API je vais aller rechercher dans le CRM et je vais tout simplement dire tiens voilà votre lien unique qui correspond à votre téléphone et ce qui vous permet de réinitialiser le téléphone sans devoir rentrer votre login, votre email, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps aussi. Et ce que l'on constate, c'est qu'avec ce genre de technologie, on arrive quasiment à digitaliser 55% des appels à ce niveau-là. Donc ça soulage les conseillers, ça leur permet de faire autre chose, comme on verra juste après. Alors un autre point, c'est d'identifier les moments clés du parcours client et savoir où être proactif. Et pour cela, en fait, je vais vous donner 6 exemples de proactivité dans le parcours client. Donc, le parcours client classique, vous le connaissez, il y a le premier contact avec l'accessibilité, la recherche d'informations, le préachat, l'achat, la première utilisation, les premiers pas, l'appel au SAV et la partie fidélité quand on me fait confiance. Et pour cela, en fait, je vais vous donner 6 cas clients qui ont agi justement à ces différents niveaux du parcours client pour essayer d'anticiper les demandes des utilisateurs. Alors pour cela, en fait, tout simplement, on va commencer par la partie onboarding process. Donc l'onboarding process, c'est tout simplement l'accueil des nouveaux clients. Alors c'est comme quand on arrive dans une entreprise, on a généralement un kit d'accueil, on arrive, on a son ordi qui est prêt, ensuite on a un bilan d'étonnement au bout d'un mois, etc., etc. Bref, tout ce process-là d'accueil collaborateur doit être transposé au niveau de l'accueil des clients. Donc cet onboarding process, simplement, c'est dire, voilà, quand un client arrive, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être, par exemple, un accueil avec des vidéos. Tiens, voilà, une vidéo de formation, une séquence de messages qui vont être envoyés à J+1. Tiens, voilà comment utiliser votre produit. J+2, tiens, voilà une petite astuce. J+3, voilà comment on fait ceci, cela. Ça peut être, si on a un logiciel, un petit guide qui explique à l'intérieur du produit comment ça fonctionne. Ça peut être également un appel de bienvenue. Comme je vous disais, j'étais chez un éditeur de logiciel auparavant qui faisait du self-care.
en fait, les gens achetaient sur Internet et souscrivaient, et ben en fait, on avait un appel de bienvenue qui a été effectué via une campagne qui était planifiée. Alors bien entendu, l'appel de bienvenue, on l'envoyait pas systématiquement. C'était uniquement lorsque le client était un petit peu bloqué, on voyait qu'il n'y avait pas trop d'utilisation, etc. Et donc, on avait son appel de bienvenue à J+1 pour être sûr qu'il utilise le produit. S'il utilisait le produit, s'il commençait à créer ses clients, ses factures, etc., on n'avait pas besoin de l'appeler. Mais par contre, il y avait cet appel qui était programmé et planifié. Bien entendu, après, il y a l'enquête de satisfaction qui est envoyée souvent un petit peu à froid pour savoir comment ça se passe. Donc, on est à J+7. Comment ça se passe votre utilisation? Est-ce que vous êtes bloqué? Est-ce qu'il y a de la difficulté à utiliser le produit, hein? Ce fameux CES, Customer Effort Score, on va dire est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est simple, etc., etc. Ce qui permettrait, ce qu'on verra après, d'aller détecter des points noirs du parcours client. Cette enquête de satisfaction, il ne faut pas la faire trop tard, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les gens ont un peu tendance parfois à oublier en fait le départ. C'est-à-dire que je vais utiliser un produit et autant au départ, je me souviendrai de ce qui s'est mal passé lors d'onboarding, dans la souscription, dans les premiers pas, autant un mois plus tard, finalement, ça tourne, j'ai commencé à utiliser le produit, j'ai peut-être été aidé par une personne, donc je m'en souviens plus. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop long à envoyer cette enquête de satisfaction pour mesurer justement cette partie onboarding. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire sur 100% des clients, hein. L'idéal c'est ça bien entendu, mais vous pouvez aussi vous dire tiens je vais faire une enquête sur un tiers et ensuite je ferai une enquête un peu plus tard sur un autre tiers. Voilà. Donc vous pouvez après faire de différentes séquences de messages. Par exemple, il y a une détection d'activité à J+30. Est-ce que la personne utilise le produit? Si oui, on ne fait rien. Sinon, on peut avoir un appel téléphonique de relance, on peut envoyer une séquence, on peut envoyer un SMS, on peut déposer un message vocal. Bref, il y a énormément de choses à faire. Voilà. Et bien sûr, après, l'enquête de satisfaction à faire. Alors, je vous ai mis ici un exemple qui est vraiment intéressant, c'est celui de Bouygues Télécom Entreprise. Alors, Bouygues Télécom Entreprise, ce qu'ils ont fait, c'est que tout simplement, ils ont modélisé leur parcours client. Et dans leur parcours client, en fait, ils ont identifié des moments de vérité. Et le moment de vérité, c'est lors de l'installation. Hop, au moment de l'installation, il y a en fait une enquête qui est envoyée au client en disant bah voilà comment ça s'est passé l'installation, est-ce que vous avez des remarques, est-ce que ça marche déjà, est-ce que ça marche pas, etc. Ensuite, ils ont différents moments de vérité, par exemple la partie appel au service client, ils ont des moments de vérité voilà, au renouvellement du contrat, etc., etc. Ce qui leur permet en fait de monitorer selon le déroulé du parcours client quelle est l'humeur du client, s'il y a un souci particulier. Et c'est vrai qu'ils ont aussi misé beaucoup sur la réactivité. C'est-à-dire que si une personne, en fait, met un avis négatif, tac, en fait, il est rappelé. Je crois que leur record doit être de 13 minutes entre le moment où la personne remplit une enquête de satisfaction et là, hop, où elle est rappelée. Et là, on est vraiment limite dans la proactivité parce que la personne est vraiment surprise. Donc, comment on fait ça? Tout simplement, c'est qu'ils ont mis un alerting. Donc, quand une enquête de satisfaction négative est reçue, hop, ça envoie une alerte directement à une liste de diffusion dans l'agence qui s'occupe en proximité du client. Et hop, il y a le directeur d'agence souvent qui rappelle, qui dit qu'est-ce qui se passe, vous avez un souci particulier. Et c'est vrai que là, on est vraiment dans cet aspect. Un autre exemple, c'est celui de Geodis. Alors Geodis, c'est un cadeau client dans le domaine du transport. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ils savent bien que le client est à la maison, il y a une livraison qui a été planifiée et le client, il attend, alors à quelle heure il vient mon chauffeur, quand est-ce que je vais être livré, etc., etc. Et ça, en fait, c'est vraiment des moments qui sont un peu stressants pour la personne parce qu'elle souvent elle a pris cette demi-journée. Maintenant, on peut être entre les travails, mais moi, à l'époque, c'était très compliqué. Mais on se dit, mais à quelle heure il vient ce livreur? Moi, j'ai ma réunion, etc., etc. Et donc, tout simplement, ils ont mis en place un petit peu comme chez Uber, si vous faites livrer à domicile. Vous avez ici le visionnage en fait du camion, du livreur. Et on voit en fait tout simplement le temps arrivé enfin l'estimation du temps avant qu'il arrive, le nombre de livraisons qu'il doit encore effectuer. Vous voyez ici là, il y a 2 livraisons qui vont être effectuées. Donc ils ont des notifications par SMS. Bonne nouvelle, votre livraison de votre société, parce que Geodis travaille pour des sites e-commerce, des sociétés, etc. est estimé à telle heure, suivez votre avancée sur EDSTI / tel numéro. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été plus loin dans la proactivité. Comme leur volonté, en fait, c'est faire du service premium, en fait, c'est le chauffeur qui appelle en approche, tout simplement, quand il arrive, hey, je vais arriver tout de suite, est-ce que c'est bon, vous êtes là, etc., etc. Ce qui permet vraiment de se dire, mais ok, le client se dit, mais voilà, on pense à moi.
c'est pas juste reçois le SMS, c'est pas à moi de faire l'effort, c'est l'entreprise encore une fois qui est proactive, c'est l'entreprise qui a une démarche et qui s'intéresse à moi et qui veut faire en sorte que ça se passe pour le mieux. Donc là, je trouve que c'est vraiment à la fois l'aspect technologie et l'aspect humain qui sont mixés et avec cet aspect donc réactivité en expliquant où on en est, l'aspect proactivité avec le SMS et l'appel systématique qui est vraiment très qualitatif. Alors un autre point, et je l'aime bien aussi, c'est aider le client à céder. On le voit de plus en plus, avant d'appeler le service client, la personne généralement elle essaye de, 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 de trouver la solution par elle-même. Et donc c'est toujours bien de pouvoir l'aider à trouver sa solution plutôt que d'attendre qu'il appelle au téléphone, qu'il soit déjà un peu énervé et qu'il soit monté en pression. Donc le groupe Atlantique, qui fabrique des chauffe-eau, donc avait participé avec nous à une conférence que vous pourrez retrouver ici sur YouTube. Vous aurez bien sûr le PowerPoint avec les informations. Donc en fait, ils ont commencé à développer le self-care parce qu'en fait, ils ont des installateurs qui connaissent pas forcément en fait tous les types de chaudières, tous les types de matériaux. Et en plus, tout simplement, il y a certains utilisateurs qui se disent mais comment ça marche, comment je peux mettre en place telle chose. Et donc en fait, pour anticiper les demandes, ils ont commencé à développer bien sûr les FAQ, mais également les vidéos, des vidéos tutos. Donc les gens ils peuvent taper directement sur Google les noms des chauffe-eau, les noms des radiateurs, etc., pour avoir des informations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait que la partie vidéo, la partie FAQ ont été des canaux qui ont vraiment été en forte croissance, puisqu'il y a 38% sur les FAQ, 32% sur les vidéos. Alors le forum maintenant, c'est un peu moins utilisé, sauf pour les professionnels. Mais voilà, on voit bien que c'est ce qui progresse le plus, donc le self-care. Et ils ont également mis en place une petite astuce qui est assez intéressante, c'est-à-dire que quand la personne envoie un email au service client pour dire tiens j'ai une demande, et ben en fait dans l'email de reply, de confirmation, tiens on a pris en compte votre demande, on va vous répondre dans les 24 heures. Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit message qui dit ah vous avez appelé pour un problème de chauffe-eau de telle marque. Regardez ici, vous avez une FAQ, donc en fait une vidéo. Donc ce qui permet en fait d'avoir de la proactivité, c'est-à-dire que la personne n'a pas forcément regardé toutes les FAQ, et en fait, on lui envoie ici une suggestion pour résoudre par elle-même son problème. Voilà. Un autre point qui est assez intéressant, ce sont les campagnes proactives. Alors les campagnes proactives permettent tout simplement d'aller relancer des clients qui sont soit par exemple des clients orphelins, c'est-à-dire qui sont passés au-delà de toutes les campagnes, on ne les a pas appelés une fois cette année, et donc en fait on va dire ces clients-là, je dois absolument les appeler au moins une fois, donc je vais mettre en place une campagne proactive et tous les trimestres ou tous les semestres, hop, je ma liste comme ça. L'autre, on peut aussi travailler sur des clients VIP, et en fait c'est d'ailleurs c'était également prévoir en fait avec des clients qui étaient en fait les agents d'assurance qui sont très courtisés et qui ont vraiment beaucoup de sociétés qui souhaitent qui distribuent leurs produits. Et ben, en fait, ils avaient aussi des campagnes proactives pour aussi appeler comme ça de manière régulière les agents d'assurance pour qu'ils ne les oublient pas. Moi, j'ai travaillé pendant très longtemps chez des éditeurs de logiciels qui travaillaient avec des revendeurs informatiques. Et c'est vrai que quand on dit loin du cœur, loin des yeux, donc en fait loin des yeux, loin du cœur plutôt, c'est que tout simplement, si les gens ne pensent pas à vous, et ben en fait, ils vont penser à vos concurrents. Et le rôle en fait qu'avaient tous nos commerciaux, c'était d'appeler régulièrement ces revendeurs informatiques, en tout cas les top revendeurs, parce qu'en fait, ils pensent pas forcément à vous. Par contre, quand vous les appelez, ah tiens, oui c'est vrai, je pensais à quelque chose. Donc en fait, il faut comme ça programmer dans une solution comme Eloquent des campagnes proactives, c'est-à-dire qu'on peut dire bah tiens, j'ai des campagnes proactives à effectuer et je vais faire du picking. Soit en fait c'est en automatique, c'est-à-dire que quand j'ai du temps libre, hop, l'appel m'est attribué et en fait, je fais un appel sortant sans que je entre guillemets le choix. Soit en fait, c'est du picking qui est fait par les agences, c'est-à-dire que quand ils ont un peu de temps libre, il y a le fameux dos de chameau là où en fait on a une période calme, et ben on va faire du picking, on va faire de l'appel proactif comme ça pour aller appeler les clients. Voilà. Donc en fait là, c'était donc prévoir. Leur situation était assez intéressante. On pourra regarder la vidéo qui était là. C'était Sylvie Clé à l'époque qui s'occupait du service client. Donc en fait, leur situation était la suivante, c'est qu'en fait les adhérents faisaient confiance à prévoir pour tout ce qui était assurance, lorsqu'on est en activité. Donc
pour la prévoyance, sauf qu'en fait, quand ils partaient en retraite, eh ben, en fait, il y avait une partie de l'assurance qui était mise, qui était transférée de prévoir vers la banque, parce que le banquier avait une meilleure relation, il discutait régulièrement, le client allait tout simplement vers son banquier en disant tiens, je pars à la retraite dans 1 an, 2 ans, 3 ans, comment je fais? Les gens commençaient à se poser des questions. Et eux, en fait, ils voyaient que les clients, au lieu de rester avec eux, partaient après et s'échappaient vers des banques ou d'autres sociétés. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, tout simplement, ils ont fait des appels proactifs 2 ans avant la retraite en disant voilà, bonjour, c'est à voir, on s'occupe de votre partie prévoyance, etc., etc. On voudrait échanger avec vous parce que vous partez à la retraite dans 2 ans. Vous savez, vous avez commencé à anticiper un petit peu les choses. Vous savez que vous pouvez faire ci, vous pouvez faire cela. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on se passe vraiment en amont du fait, on se passe vraiment en amont du banquier ou même de la personne qui commence vraiment à penser à sa retraite et on est en mode conseil et surtout on est en mode proactif et là on va pouvoir orienter la personne, dire ouais je vous fais confiance, allez je peux vous aider à faire ci, regardez on a telle performance etc., etc. Donc cet appel proactif est vraiment important parce que ça se met en place à un moment clé en fait du parcours client. Alors, l'autre point, c'est bien sûr de pouvoir libérer du temps. Là, je vous ai parlé des campagnes d'appel proactives. Il y a le fameux dos de chameau dont je vous ai déjà parlé, des moments un peu plus calmes. Mais l'intérêt, c'est d'aller libérer du temps aux agents. Tout simplement via la mise en place de bots. Alors, ça peut être du chatbot, ça peut être du callbot ou du SVI visuel, comme on l'a vu tout à l'heure, ou tout simplement, on a une interface web. Donc, le callbot, qu'est-ce qu'il va faire? Simplement, il va aller filtrer les interactions polluantes. C'est-à-dire qu'on peut avoir un SVI en langage naturel, au lieu de dire au client tapez 1 pour la compta, tapez 2 pour ceci, on va dire mais quelle est votre demande? Et là, en fait, la personne peut dire actuellement, j'ai un problème sur ma facture électrique, par exemple. On a comme client Enedis, et c'est vrai que les clients parfois disent tiens, j'ai une augmentation sur ma facture d'électricité, mais c'est pas Enedis, parce que Enedis gère le réseau. Il faut voir en fait avec d'autres fournisseurs d'énergie. Et donc, en fait, dans ces cas-là, hop, il y a un message qui dit non, si vous avez un problème de facture, contactez votre fournisseur d'énergie et reportez-vous à votre facture et n'appelez pas Enedis. Donc, on réduit ces appels polluants. L'autre point, c'est tout simplement essayer d'automatiser les interactions à faible valeur ajoutée. Par exemple, des FAQ, des demandes génériques, à quelle heure s'ouvre la boutique, quel est mon solde de compte, je peux me déclarer un incident 24 heures sur 24, ou des choses comme ça, dans le domaine des assurances. Et l'autre point, par contre, le troisième point, c'est que les interactions à forte valeur ajoutée, va falloir les conserver pour les agents, les aider à faire en sorte que cet appel qui va être passé au service client va être vraiment un appel cocooning. Un de nos clients, la MNT, appelle ça la relation client attentionnée. C'est-à-dire que quand le client arrive, on va essayer d'être à son écoute, on va essayer de passer un peu plus de temps et on va essayer tout simplement d'avoir vraiment du lien, créer du relationnel. Et c'est vrai que la MNT fait ça. À l'issue en fait de la conversation, quand la personne en fait a posé son problème, le conseiller va tout simplement proposer une série de gestes. C'est-à-dire que la personne appelle en disant tiens, je viens d'avoir des jumelles, je suis en train de déclarer la naissance de mes 2 jumelles et je les mets en fait sur ma carte mutuelle. À ce moment-là, en fait, l'agent va dire ah oui, très bien. Si vous êtes à l'hôpital, est-ce que vous savez que vous avez aussi une garantie pour avoir, par exemple, une chambre premium ou une femme de ménage quand vous retournez à la maison, etc., etc. Donc l'intérêt en fait, c'est simplement de pouvoir après donc gérer, avoir cet aspect émotion et être à l'écoute du client, mais c'est également faire des appels proactifs et justement avec le temps dégagé, avec, la suppression des interactions polluantes, avec l'automatisation de certaines actions avec un bot et ben, tout simplement, on va pouvoir avoir du temps pour proactif dont j'ai parlé. Alors un autre point, alors j'espère qu'il n'y a pas d'autres oui, s'il y a un problème de son, n'hésitez pas à me le dire. Alors, l'autre point, en fait, tout simplement ici, c'est, la partie, l'encaisse post-réclamation. Alors là, c'est le cas d'une société industrielle qui travaille dans le domaine, du béton. Tout simplement, en fait, ils veulent s'assurer que lorsqu'il y a une réclamation qui est effectuée, le client est véritablement satisfait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont des réclamations qui durent parfois plusieurs semaines et donc en fait, il y a des délais de traitement qui sont importants et puis parfois, il y a des réponses qui sont unilatérales. Est-ce qu'il y a un remboursement ou pas? Il y a un avoir, et cetera, et cetera. Et le but, en fait, c'est simplement d'aller vérifier que cette demande est bien résolue et qu'il n'y a pas d'insatisfaction cachée. Et donc, dans ces cas-là, en fait, il faut une enquête post-réclamation, donc qui arrive juste après, qui permet de rattraper l'insatisfaction. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les clients sont étonnés de dire ah tiens, on s'intéresse à moi alors que j'ai fait une réclamation, est-ce qu'on est content ou pas? Et ça permet aussi d'avoir une deuxième chance parce que la personne peut se dire ouais, j'ai une réclamation, je suis pas content. Et ben en fait, ils peuvent entre guillemets faire appel d'une décision en mettant une note vraiment basse. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant
intéressant et qui permet d'être vraiment orienté client. Et les entreprises, enfin l'entreprise disait au départ, ouais, mais est-ce que ça va être bien? Est-ce que je vais pas me faire mal recevoir lorsque je vais appeler le client? Et en fait, il se rend compte que non, la personne est plutôt contente qu'on l'appelle et ça permet de créer du lien en fait entre le service client et les donneurs d'ordre. Alors un autre point, que je vous ai, présenté tout à l'heure, c'est aussi la partie attention quand il y a en fait un pic d'appel ou qu'il y a vraiment une demande importante qui est saisonnière et qui est vraiment ponctuelle, en fait, c'est utiliser par exemple le callback. Là, en fait, on a le cas de la CCI Paris, vous pouvez regarder la vidéo qu'on a fait ensemble. En fait, quand il y a un taux d'attente qui est trop important, ils mettent en place tout simplement une proposition de callback. On est en ligne, il y a un temps d'attente qui est important et en fait, on dit: voilà, nos agents sont actuellement en ligne. Si vous souhaitez, on peut vous rappeler, dans la journée, pour résoudre votre demande. Et à ce moment-là, en fait, on va récupérer le numéro de téléphone, on va récupérer la demande et en fait, l'agent après va rappeler les personnes, que ce soit en fait en programmé ou en automatique, c'est-à-dire qu'il y a une campagne qui va être présentée et ça va reprendre automatiquement l'appel. Donc ça, c'est assez intéressant. Le retour d'expérience, par contre, que vous pourrez voir avec la CCI de Paris, c'est que ce genre de campagne-là fonctionne bien quand il n'y a pas un trop gros volume. Il ne faut pas proposer le callback quand il y a trop de gros volume d'appels parce qu'en fait, on n'est pas capable de traiter toutes ces demandes dans un temps raisonnable. Donc, il faut le faire plutôt sur des petites campagnes quand il n'y a pas un trop gros débordement. Autrement, il faut plutôt traiter via du SVI visuel, du callbot ou du message de dissuasion. Voilà. Autrement, bien sûr, le chat et le chatbot, hein, ça, ce sont des outils qui sont vraiment intéressants, qui permettent en proactif, hop, sur le site internet, de proposer des solutions. On peut également avertir de manière proactive, ça, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, quand il y a un incident, on explique pourquoi il y a un incident, etc. On peut donc l'accusé de réception vers la FAQ, ça, je vous en ai parlé tout à l'heure avec le groupe Atlantique. Voilà. Alors, on est presque arrivé à la fin du webinaire. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'était la partie gestion de l'insatisfaction cachée. Puisqu'en fait, c'est vrai que c'est bien d'avoir des appels proactifs, c'est bien de traiter les demandes, etc., de mesurer l'insatisfaction après une enquête. Mais ce qui est encore mieux, c'est tout simplement d'éviter l'appel. Moi, je dis toujours, le meilleur appel au service client, c'est celui qui a été évité. Donc, en fait, l'objectif, c'est simplement d'aller traiter la proactivité pour aller anticiper les demandes des clients. Et là, en fait, je vous ai mis un petit graphique que j'ai repris en fait du livre L'obsession du service client de Jonathan Lefebvre, qui a travaillé pendant plusieurs années chez Captain Train, et il montrait en fait deux types d'entreprises. La première entreprise que vous voyez ici, qui a une croissance en fait classique et tout simplement qui voit en fait ce nombre de tickets progresser quasi de manière linéaire par rapport en fait à l'augmentation du nombre de clients. Alors bien sûr, parfois il y a des pics d'incidents, donc les pics d'incidents, ça fait des petits pics. Il peut y avoir des creux aussi d'activité, mais grosso modo, les courbes sont souvent relativement proches et il y a un petit écart entre les deux, mais qui est pas forcément énorme parce que on continue à utiliser les mêmes process, à continuer à utiliser la même chose avec une entreprise qui croît. Alors qu'il faut au contraire optimiser les process. Et là, je vous ai mis sur la droite le cas d'une entreprise, donc il parle de Captain Train en l'occurrence, où tout simplement le nombre de tickets, donc la courbe violette, qui n'augmente pas de manière proportionnelle par rapport à l'augmentation des clients. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation sur le nombre de clients, donc le nombre de demandes, mais comme l'onboarding process a été amélioré, comme l'automatisation des demandes a été effectuée, comme en fait il y a tout été fait pour anticiper les problèmes avec la communication proactive, et tout simplement, il y a moins de tickets qui sont ouverts, on n'a pas besoin d'aller démultiplier le nombre d'agents qui sont au service client. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel à mettre en place. Et pour cela, en fait, nous, chez Eloquent, on propose tout simplement des outils d'analyse sémantique qui vont pouvoir vérifier que il n'y a pas des points noirs ou de l'insatisfaction cachée dans le parcours client. Alors tout simplement, on va récupérer le chat, on va récupérer les mails, on va récupérer les enquêtes de SAT, enfin surtout, je dirais, les enquêtes de SAT clients et collaborateurs. Hein. Ça, c'est la donnée la plus importante, mais c'est également la partie mail, la partie avis client, tous ces éléments-là qu'on va pouvoir récupérer et analyser. Analyser de manière globale ou analyser en silo. Tiens, je vais analyser les enquêtes de satisfaction, tiens, je vais analyser les mails, tiens, je vais analyser les avis web, etc., etc. Et donc, en fait, on va pouvoir détecter les irritants, les effets waouh. Par exemple, est-ce qu'il y a eu de la proactivité qui est faite, quelque chose qui a entraîné waouh, un pic de satisfaction. Et c'est vrai qu'on avait eu le cas avec Geodis. On voyait que quand le livreur en fait faisait une montée à l'étage
des colis, alors que c'était pas forcément prévu. Et il y a tout de suite un effet waouh. Et c'est vrai que cet aspect-là était vraiment remonté dans les enquêtes de SAT, à tel point en fait que Geodis a désormais proposé une option à ses clients de pouvoir en fait proposer la montée à l'étage. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple client Maison du Monde, et ben en fait Maison du Monde propose cette montée à l'étage, et donc il y a un chauffeur qui va monter les colis dans votre immeuble si vous avez un ascenseur, etc., etc. Voilà. Donc après, ça peut travailler aussi sur l'amélioration continue dessus. Donc comment on va faire? Tout simplement, on va pouvoir analyser de très gros volumes, qui sont par exemple des résumés d'appels, donc comme je disais aussi des emails, etc. Donc c'est très 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 gros volume de données qu'on va pouvoir mettre dans notre outil, et on va pouvoir essayer de détecter cette insatisfaction cachée. Et ici, on voit par exemple avec des gros volumes. Donc, c'est des grosses bulles, donc très gros volume de demandes. Et après, le niveau d'insatisfaction, est-ce qu'il est très fort ou très faible? Ou ça peut être des petits volumes, mais à ce moment-là, il y a une très forte insatisfaction. Et comme ça, on peut pouvoir filtrer. Ça peut être aussi des filtrages selon les agences. Par exemple, une agence parisienne qui est très orientée client versus pas orientée client. On peut voir quels sont les niveaux. Est-ce que c'est l'accueil? Est-ce que c'est l'attente? Etc., etc. Voilà. Donc là, on va pouvoir à la fois vérifier donc les tendances macro, mais également analyser ce qu'on appelle l'aiguille dans la botte de foin, c'est-à-dire des tendances micro. Voilà, donc ça permet après d'avoir un levier pour travailler sur la non-qualité, puisqu'en fait, si vous êtes dans un service client, vous savez très bien ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a des priorités budgétaires, des priorités de R&D, souvent on se dit non mais on pense aux nouveaux clients et on pense pas assez aux clients existants, et surtout aux clients qui arrivent dans l'entreprise. Donc ce coup de non-qualité, avec ces outils-là, on peut voir en fait quels sont le nombre de clients qui sont concernés, combien de temps ça fait perdre en fait aux agents du service client, etc., etc. Ce qui permet après de justifier de manière rationnelle pourquoi il faut accorder du budget supplémentaire au service client. Voilà. Quand on met un chiffre rationnel en disant tiens voilà, ça nous coûte tant parce que ça nous coûte tant d'heures tous les mois, et qu'il faut, si on passe une demi-journée, ça on efface tout ça, et c'est un irritant chez X% des clients, à ce moment-là, on arrive vraiment sur quelque chose qui va être beaucoup plus pertinent. Alors un autre point, là ici je vous ai mis un cas client qui est assez intéressant, c'est Ulysse de chez Vinci Autoroute. En fait, ce qui se passe, c'est que justement, ils avaient cette partie insatisfaction. Lors des périodes estivales, en fait, ils recrutaient des externes, des étudiants pour renforcer les équipes qui, elles aussi, prenaient aussi un petit peu de vacances, même si c'était pour eux une période haute. Et ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'eux, ils veulent en fait identifier rapidement les conseillers qui sont à coacher ou les demandes mal qualifiées, etc. Donc en fait, ils ont mis en place avec nous un dispositif de feedback. Il y a près de 120 000 enquêtes qui sont répondues par an, 40 000 verbatim collectés. On récupère les enquêtes de satisfaction, les chats, les courriers scannés, les emails, etc., etc. Ce qui permet à la fois de coacher les agents en disant tiens, regardez, là il y a une insatisfaction, le client n'est pas content, etc., etc. Voir s'il y a des petits soucis aussi au niveau des réponses. Et on peut également aussi identifier des opportunités business, puisqu'en fait, quand la personne dit bah tiens, je vais arrêter ma carte parce que je vais partir en retraite, et ben tout simplement, c'est une opportunité business pour l'entreprise, et pour pouvoir dire bah tiens, je vais vous proposer maintenant un forfait, mais qui est plus entreprise, mais un forfait particulier. Grâce à ça, tout simplement, ils ont réduit la hausse de l'insatisfaction par 2, donc divisé par 2. Au lieu d'avoir, par exemple, je crois que c'est 6 points de hausse d'insatisfaction, ils sont passés uniquement à 3 points, et ils allaient encore diminuer cette insatisfaction grâce en fait à une analyse temps réel des demandes. Là, c'était sur quelques jours. Là, ça allait se mettre en fait à la journée. Donc un vrai gain sur l'efficacité. Donc là, vous pouvez consulter aussi sur YouTube le témoignage. Là, je parle en fait d'analyse des feedbacks clients, mais les feedbacks qui viennent aussi des collaborateurs sont essentiels. Et nous, en fait, on a mis en place chez Locker l'Employee Effort Score, l'EES. C'est l'équivalent du Customer Effort Score, le CES, qui permet en fait de mesurer s'il y a une difficulté dans un parcours client. C'est-à-dire que l'agent a son client au téléphone, vous voyez, il choisit ici si la conversation était dure, pas dure, etc. Donc c'est optionnel, il peut le faire ou ne pas le faire. Ce qui permet pour lui de savoir, tiens, j'ai pas été bien, il y a un client qui a été agressif, comment je peux faire pour entre guillemets faire mieux. Donc il demande après à son superviseur de l'aider. Mais ça sert également à détecter des moments où en fait l'agent a fait son travail,
mais en fait, il se rend bien compte qu'il n'a pas répondu à la demande du client. C'est-à-dire que le client avait, par exemple, souscrit à un forfait X et tout simplement, avec ce forfait, il n'est pas le droit à telle chose parce qu'il s'est trompé, parce qu'il n'a pas choisi la bonne chose. L'agent a fait son boulot, non, voilà, vous avez choisi tel forfait, choisir tel forfait. Le client dit, ouais, mais ça faisait 20 ans que j'étais client dans l'entreprise, ah là là, je suis déçu et que je ne savais pas, etc. Donc là, en fait, l'agent, soit il a l'attitude d'être autonome et de faire justement ce geste dont on a parlé précédemment, les deux types, hein, les process ou la culture client. Soit il peut faire ça, soit en fait, il n'a pas les moyens, mais il veut signaler à sa direction, il veut signaler à son manager qu'il y a un problème. Et à ce moment-là, en fait, tout simplement, il va pouvoir noter cet appel et ensuite l'agent va pouvoir envoyer dans toutes les conversations, on voit ici la note. Et en fait, le responsable de relations clients, le superviseur, le responsable d'expérience client va pouvoir aller chercher toutes ces notes négatives où il y a eu vraiment un problème pour aller tout simplement traiter cette demande et voir quelle était l'origine de l'insatisfaction. Voilà. Alors, on arrive à la conclusion de ce webinaire. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. On est encore quasiment 70 en ligne. Donc, ce qu'il fallait retenir, en fait, c'est que la productivité est pour nous devenue totalement indispensable, puisqu'en fait, c'est devenu, entre guillemets, une, une nécessité pour les entreprises de pas juste être en réactivité, mais d'être en proactivité, puisque c'est devenu la norme chez les leaders d'expérience client. Et petit à petit, tout ça, ça va se diffuser et ça va devenir, entre guillemets, le nouveau standard que réclameront les clients. La deuxième chose, en fait, c'est traiter en fait tout ce qui sont les aléas. Donc, comment je vais pouvoir traiter les pics d'appel, les incidents, et qui ne sont pas une fatalité, et ils essayent d'être anticipés, ou alors une communication qui va être efficace. L'autre point, et je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est comment on va pouvoir identifier dans les parcours clients des moments clés où agir et où être proactif. Et dernier point, c'est comment on va pouvoir inciter ces équipes à être proactifs avec l'employé Ford Score, avec la diffusion des enquêtes clients, la diffusion des enquêtes collaborateurs, etc., etc. Donc voilà, là en fait, vous avez vraiment les 3 leviers sur lesquels en fait vous allez pouvoir agir pour développer la proactivité, sachant que c'est à vous de choisir où ça aura le plus d'impact. Alors votre plan d'action, il est assez simple, hein. Je vous ai fait un petit plan d'action à suivre, qui permet en fait de déterminer les éléments clés. Le premier, tout simplement, dès maintenant, auditez vos process lors des incidents et des pics d'appel. Comment on peut faire pour faire mieux? Par exemple, on a un incident, est-ce qu'on a suffisamment communiqué? Est-ce qu'on a des délais moyens de résolution, et cetera, et cetera. Lors des pics d'appel, comment en fait, je peux essayer de les lisser et les anticiper? Voilà. L'enquête de satisfaction client et collaborateur pour identifier les points noirs du parcours client. Donc l'enquête client pour avoir leur retour point de vue à eux et le collaborateur en leur disant mais comment on peut faire pour vous aider à faire mieux votre travail? Parce qu'en fait, si vous leur dites comment faire pour améliorer le parcours client, ils n'auront pas forcément les infos. Alors, vous pouvez poser 2 questions, hein. Comment faire pour améliorer le parcours client et comment on peut vous aider à mieux faire votre travail? D'ailleurs, je conseillerais de passer en premier comment faire mieux votre travail et ensuite le parcours client. Et là, en fait, vous aurez vraiment des insights assez précieux pour améliorer les process. Alors, bien entendu, ça, on peut le faire avec les solutions Eloquent parce que Eloquent dispose en fait d'outils d'enquête de satisfaction client et collaborateur. Et on fait également les enquêtes d'onboarding process. Alors ça, c'est ce que j'ai présenté lors du webinaire d'il y a 2 semaines, où j'ai présenté justement le duo agent-collaborateur, où on voit un onboarding process des agents qui arrivent au service client, qui a été fait par Ikera, où on a vraiment au départ comment s'est passée votre intégration, est-ce que votre PC était prêt. Donc en fait, ce que je vous propose, c'est de passer à la question, à la dernière point, c'est comment on va identifier où mettre du self-care pour libérer du temps aux agents, comment on va pouvoir moderniser ces outils et cibler de nouveaux canaux. Donc par exemple, une nouvelle solution de centre de contact, on peut mettre en place des bots, on peut mettre en place du SMS proactif, etc., etc., du SU visuel. Comment on va lancer en fait ces campagnes proactives? Donc avec le temps dégagé avec la mise en place de bots, en fait, on va pouvoir l'utiliser pour appeler les clients et une sélection de clients et bien entendu, calculer après le ROI des actions pour savoir où agir en priorité. Donc, bonne journée et à très bientôt pour un prochain webinaire avec Eloquent. Au revoir.